nous allons continuer notre session de cet après-midi avec Madame Delestre. C'est bien ça? Madame Delestre, sur l'hypnose et l'impulsivité alimentaire. Bah ça apparaît là. Il n'y a pas quelqu'un... C'est quoi, c'est quelqu'un... En régie, est-ce que vous pouvez nous mettre le PowerPoint de Madame Delestre? Bah, là, je l'ai mis. Si tu le mets en mode présentation. Ouais. Ah voilà, c'est bon. Merci. Bonjour à tous. Je suis donc Fabienne Delestre, diététicienne à la Pitié-Salpêtrière à Paris et également doctorante en santé publique sous la direction du professeur Boris Ancel. Donc, je viens vous présenter les résultats de notre PHRIP Hypnodiète qui a permis d'étudier l'impact de l'hypnose sur l'impulsivité alimentaire auprès de patients en situation d'obésité. Donc, merci déjà pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être là. J'ai présenté ça au CSO à Paris et de venir ici vous le présenter. C'est le but de toute recherche, de pouvoir diffuser les résultats et j'espère que ça va vous donner envie de le faire. Alors, au niveau de l'état de la question, donc l'obésité est une pathologie complexe et multifactorielle. Donc là, je ne vous apprends rien. Au-delà de la faim et de la satiété, qui sont les deux mécanismes les plus connus dans la régulation de la prise alimentaire, on a aussi dans la littérature, ce qui est mis en cause, c'est l'environnement obésogène. Donc cet environnement obésogène, c'est la surexposition en fait, aux aliments appétants, mais également la plus grande disponibilité que l'on a face à ces aliments. Donc on met aussi en cause cet environnement obésogène. Certains auteurs parlent même de cercle vicieux de la prise de poids occidentale qui allie non seulement cet environnement obésogène, mais également des mécanismes d'inhibition qui seraient défectueux. Donc la désinhibition, plus clairement, on peut la définir comme la tendance à se suralimenter en présence de facteurs stimulants qui peuvent être la présence de ces aliments appétants, mais également des facteurs stimulants plus émotionnels comme le stress, l'angoisse, la tristesse. Donc on s'est intéressé, nous, à cette désinhibition, puisque dans l'impulsivité alimentaire, c'est elle qui est la plus corrélée à l'IMC. Et on s'est aperçu dans notre pratique quotidienne qu'on avait quand même de nombreux patients qui étaient en échec de nos thérapeutiques. Et quand on les a questionnés sur la désinhibition, la plupart du temps, cette désinhibition était effectivement relativement élevée et on n'avait pas de solution pour ces patients. Jusqu'au jour où un de mes collègues, Guillaume Lérissé, qui s'est formé à l'hypnose clinique, et lorsqu'il m'a présenté tout ce qui pouvait être fait avec l'hypnose, je me suis dit, là, on tient peut-être quelque chose pour ces patients qui ont cette forte désinhibition. Donc, on a travaillé ensemble. Voilà, l'hypnose, on peut dire que c'est un processus où le thérapeute va mobiliser toutes les ressources du patient et suggérer des changements dans ses sensations, ses perceptions, ses pensées et son comportement. Donc on a recherché dans la littérature, effectivement, l'hypnose a bien été étudiée dans la prise en charge de l'obésité, mais les études sont très hétérogènes, principalement à cause de problématiques méthodologiques, ce qui fait que les résultats sont contradictoires et on n'a pas pu conclure réellement à l'efficacité de l'hypnose sur la prise en charge de l'obésité. Donc on a monté ce projet de recherche parce qu'on avait commencé à le pratiquer un petit peu auprès de nos patients et notre direction nous a dit « Oh là, stop, l'hypnose, il faut que vous nous prouviez que ça fonctionne ». Et à cette époque-là, les PHRIP étaient enfin ouverts aux diététiciens. Donc on s'est emparé de ça et on a monté notre PHRIP avec Guillaume Lérissé. On a tenu compte des dernières recommandations méthodologiques
pour que notre étude soit la moins, qu'elle soit vraiment, qu'elle tienne le coup par rapport à la méthodologie. Donc on a monté une étude contrôlée randomisée en ouvert. On a inclus 82 patients qu'on a suivis pendant 8 mois. Donc un premier groupe suivait 8 ateliers de diététique et d'hypnose et un deuxième groupe a suivi des ateliers uniquement de diététique. L'objectif de notre étude était donc d'évaluer l'impact de l'hypnose ericksonienne associée à de l'auto-hypnose, donc sur la désinhibition, donc dans une population de patients souffrant d'obésité. Et la particularité, l'originalité de l'étude, c'était que ces patients avaient tous une désinhibition élevée. Au niveau du critère principal, c'était donc la variation de ce score de désinhibition issu du questionnaire TFQ 51 après 8 mois de suivi. Au niveau de la population, on s'est concentré essentiellement chez des patients de moins de 70 ans, avec une obésité de 30 à 40 et un score de désinhibition supérieur à 8, sachant que le maximum est de 16. Le poids, il devait être avec un poids et un régime stable, en fait, avec un poids variable de 3 kg, et surtout qu'il soit en échec d'une thérapeutique en échec, qu'ils aient déjà eu en tout cas une thérapeutique nutritionnelle avec un professionnel et surtout qu'ils n'aient jamais suivi d'hypnose auparavant. Les critères d'exclusion, c'était les maladies psychiatriques qui sont contre-indiquées dans la pratique de l'hypnose, toutes les pathologies qui pouvaient avoir une influence ou des médicaments qui pouvaient avoir une influence sur le poids, et il n'y avait pas de troubles du comportement alimentaire majeur chez ces patients. Au niveau du schéma expérimental, donc ce sont des patients donc on a eu 10 visites, donc un suivi sur 8 mois. Les 2 groupes ont suivi exactement la même chose. La première visite, où il y avait plusieurs examens cliniques, un entretien avec une psychologue, et la même chose à la dernière visite. Et entre les deux, vous voyez, il y avait 8 ateliers, donc 7 ateliers d'hypnose et 7 ateliers diététiques uniquement pour la partie diététique. Un point important, c'est donc randomiser, dit tirage au sort. Donc pour les patients qui étaient tirés au sort dans le groupe uniquement diététique, on leur a proposé les mêmes séances d'hypnose à la fin de ce suivi pour qu'on ait une petite carotte à la fin quand même pour qu'ils puissent suivre l'étude. Au niveau de l'intervention diététique, donc, ce sont des ateliers collectifs d'1 heure. Il y avait évidemment un petit temps d'échange au début pour évaluer les besoins et adapter donc notre stratégie d'éducation. On a suivi tout simplement les directives du PNNS, donc les documents, voilà, je vous ai mis les documents qu'on utilisait à ce moment-là. Et il y avait un travail intersession sur, voilà, ils devaient nous trouver des recettes, des étiquetages, puisque le groupe qui faisait de l'hypnose avait aussi un travail intersession. Donc il fallait qu'eux aient aussi ce petit travail à faire. Au niveau de l'intervention d'hypnose, donc là on était aussi sur des ateliers collectifs de 2 heures, immédiatement après l'atelier de diététique. Donc au tout début des séances, enfin de la première séance en tout cas, les patients devaient adhérer à la règle du groupe, c'est-à-dire pour qu'il y ait vraiment une intégrité du groupe et un respect envers chaque patient. Chaque atelier comportait 2 à 3 exercices d'hypnose. Au début et au début de la séance et entre les ateliers, il y avait un partage pour les patients qui le souhaitaient, un partage de leur expérience de l'hypnose, mais aussi des exercices d'auto-hypnose qu'ils pouvaient avoir pratiqués en intersession. Tout ça pour favoriser effectivement l'introspection. Pour chaque atelier, il y avait bien un objectif qui était identifié au tout début, qui était clair avec les patients. Et chaque exercice permettait de mettre en application des connaissances antérieures et de développer de nouvelles compétences. Donc chaque atelier avait un ordre bien précis. On leur a fourni également un petit carnet où ils pouvaient noter des idées, noter les suggestions du thérapeute et surtout la prescription des exercices d'auto-hypnose qui étaient faits à la fin de chaque séance pour qu'ils puissent le repratiquer après chez eux.
Le programme des 8 ateliers, donc le premier, c'était vraiment les familiariser avec l'hypnose, donner la définition, voilà, la découverte de ce processus hypnotique. Ensuite, il y avait une évaluation consciente, mais aussi inconsciente, tout là est le jeu, de leurs problématiques d'obésité. L'exploration de leurs ressources, on a dit qu'on exploitait effectivement leurs ressources, on partait de leurs ressources et l'exploitation de leurs obstacles. Le développement également, on a travaillé sur le développement de soi, de l'estime de soi plutôt, et des réponses qui pouvaient être appropriées au stress. L'exploration également de l'équilibre, non seulement de l'équilibre corporel, mais également dans le plus mental. La stratégie de réaménagement et d'adaptation au fur et à mesure que les séances évoluent, et le développement de la confiance en eux et de la réussite du changement. Et pour finir, la consolidation des acquis et l'autonomisation. Donc ces ateliers ont été écrits et seront disponibles pour ceux qui le souhaitent. Donc il y avait vraiment un ordre précis. Alors au niveau de l'étude, on a fait un appel auprès de tout la PHP. Donc ce n'était pas des patients, c'était vraiment, on a lancé un appel comme ça au personnel de la PHP et on a reçu 813 mails en 10 jours. On a été submergés, on ne pensait vraiment pas qu'on aurait autant de succès. Donc comme vous pouvez voir, donc, une bonne partie n'ont pas été inclus, soit parce qu'ils ne répondaient pas aux critères d'inclusion, soit, et pour la grande majorité, quand on a parlé de tirage au sort, beaucoup n'acceptaient pas d'attendre 8 mois pour pratiquer l'hypnose derrière. Donc c'était aussi un bon moyen de faire le tri. Et on a pu donc randomiser 82 patients, pas 82 personnes, donc 41 dans chaque groupe. L'analyse s'est faite sur 41 personnes dans le groupe intervention et uniquement 39 dans le groupe témoin, puisque 2 ont été perdus de vue, dont une qui était enceinte. Bon, voilà, ça faisait partie des critères d'exclusion. Alors, notre population à baseline, l'âge était aux alentours, vous voyez, de 47 ans. On a une très grande majorité de femmes. C'est vrai qu'au début, on n'avait pas forcément pensé à se dire, tiens, il nous faudrait autant d'hommes que femmes. On a vraiment pris tout le monde et voilà, on était plus de 80% de femmes qui ont répondu à cet appel. L'IMC était aux alentours de 35 et le score de désinhibition aux alentours de 12. Alors, pour nos résultats, eh bien, on a pu montrer que notre programme d'hypnose avait permis de diminuer significativement la désinhibition avec une différence moyenne entre les groupes de 4 points. Donc, vous voyez, pour le groupe diététique et hypnose, on a une moyenne après 8 mois, ils arrivaient à 6, alors que le groupe diététique seul était à 10. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à baseline, on était à 12. Et ce à quoi on ne s'attendait pas non plus, c'est qu'on est même arrivé chez 67,7% des patients du groupe hypnose et diététique, où ces patients n'avaient plus du tout de problème de désinhibition. C'est 11,1 pour le groupe diététique, quand même. On voit que même s'il n'y a pas d'hypnose, notre travail de diététicien fait son effet. Mais avec l'hypnose, il n'y a pas photo. On arrivait à 67% qui n'en avaient plus du tout. Au niveau des critères secondaires, on a regardé aussi les données anthropométriques, puisque chaque patient avait passé une DEXA. Donc, on n'est pas significatif, la différence de perte de poids. Il y a une perte de poids dans les deux groupes, mais la différence n'est pas significative. Elle est proche de la significativité, mais elle n'est pas significative. Mais ils ont perdu du poids. Par contre, ce qui était significatif, c'est dans les scores d'impulsivité alimentaire, c'est la susceptibilité à la faim. Les patients ont amélioré, et là on a une vraie différence entre les deux groupes, les deux sous-scores de la susceptibilité à la faim, c'est-à-dire la faim interne et la faim externe. La faim interne, c'est souvent, avec mes patients, je parle de cette faim de ventre, cette faim physiologique. On s'aperçoit que nos patients avaient une faim physiologique qui était plus faible, ils avaient moins d'appétit, et en fait c'est l'hypnose, qui a permis justement à nos patients d'être beaucoup plus à l'écoute de leur corps. Ils avaient aussi une faim externe qui était aussi améliorée, ils étaient moins sensibles aux signaux externes de la faim, ils avaient moins envie de manger, cette faim plus de tête,
Et donc, pareil, l'hypnose a permis de mettre en place des mécanismes d'inhibition des stimuli externes de la faim. Au niveau de la qualité alimentaire, puisqu'ils avaient aussi une enquête alimentaire à remplir en début et à la fin, donc là, on est significatif sur les apports en acides gras saturés. Bon, voilà, on ne sait pas trop quoi faire de ça. Par contre, ce qui était très intéressant, c'est une diminution de la consommation de calories et de glucides qui était associée à la baisse de la désinhibition. C'est-à-dire plus la désinhibition baissait, plus ils diminuaient leurs apports en calories et en glucides. Et là, c'était quand même beaucoup plus intéressant. Donc, on a pu montrer en fait que notre programme d'hypnose avait permis d'améliorer significativement l'impulsivité alimentaire avec la désinhibition et la susceptibilité à la faim. Elle a permis la perte de poids et a permis aussi d'améliorer la qualité alimentaire. Maintenant, si on le met en regard avec la littérature, on voit que les patients qui ont une susceptibilité à la faim élevée, qui ont une forte désinhibition, sont aussi les patients qui ont un IMC le plus élevé. Ça, c'est vraiment notre population de base. Quand on regarde, ça correspond à notre population de base. Et également, la littérature nous montre que la forte désinhibition, au-delà d'être corrélée je vous disais, à l'IMC, un IMC élevé, comme je vous disais au début, c'est aussi un facteur prédictif de la reprise de poids perdu, quelle que soit la manière de perdre du poids. Et puis, le maintien chez des patients qui maintiennent la perte de poids à long terme, chez ces patients-là, on observe aussi des mécanismes qui inhibent la prise d'aliments appétissants, qui seront riches en calories. Donc, la littérature, dernier point, nous montre aussi que la surconsommation à long terme d'aliments riches en glucides, dits en sucre, eh bien, ça augmente la dépendance alimentaire et donc ça contribue au développement de l'obésité. Donc, notre programme d'hypnose, en permettant de diminuer la susceptibilité à la faim, diminuer la désinhibition, en améliorant également les apports alimentaires, eh bien, elle réunit en fait toutes les conditions pour favoriser non seulement la perte de poids, mais aussi pour maintenir cette perte de poids à long terme. Donc, en conclusion, on peut dire que dans la prise en charge des adultes souffrant d'obésité, l'hypnose et l'auto-hypnose peuvent améliorer significativement la désinhibition et même la normaliser, améliorer la susceptibilité à la faim et ses sous-scores, et favoriser la perte de poids. Il faut savoir que ces séances d'hypnose, ça faisait partie des contraintes méthodologiques, sont reproductibles, c'est-à-dire qu'elles sont clairement définies, elles sont disponibles et elles sont réalisables en milieu hospitalier, puisque nous, on l'a fait en milieu hospitalier, dans le cadre du soin courant. Évidemment, il faudrait une étude à long terme pour voir observer si ces indicateurs de l'impulsivité alimentaire évoluent toujours dans le même sens, comment ça évolue, et puis surtout les effets sur le poids, est-ce que ça se maintient bien à long terme. Donc vous retrouverez tous ces résultats dans cette publication que nous avons réalisée dans The American Journal of Clinical Nutrition, où je vous laisse la référence si vous voulez. Il est en libre accès maintenant, vous pouvez aller le voir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant, comme quoi il y a tous les outils possibles qu'on peut utiliser dans la prise en charge de l'obésité. Et bravo pour votre double casquette diététicienne et hypnothérapeute. Voilà. C'est souvent les psychologues. J'ai fait un peu tout. Ouais. Mais après, du coup, si c'est pas la diététicienne qui le fait, c'est la psychologue, et du coup, le couple est très important. Ouais. Les deux. Alors, l'idée, c'est d'avoir effectivement le diététicien ou la diététicienne formée à l'hypnose associé avec un psychologue ou une psychologue formée à l'hypnose. Là, c'est le couple magique. Okay. Est-ce que vous avez des questions, du coup, des remarques ?
Oui, bonjour. Je m'appelle Sylvie, je suis infirmière et je fais la formation en hypnose en ce moment. Et du coup, j'étais intéressée par vos travaux. Quel est ce score de désinhibition? Où est-ce qu'on peut trouver des infos? Comment est-ce qu'il y a des tableaux? Comment est-ce qu'on le calcule? Sur quoi est-ce qu'il repose? Alors, le score de désinhibition, il repose sur le questionnaire, comme je vous disais, c'est un questionnaire TFEQ 51 qui est validé, très utilisé dans les troubles du comportement alimentaire. Donc, c'est 21 questions à répondre et à la fin, vous avez un score et il vous donne le score de désinhibition, de restriction cognitive et de susceptibilité à la fin. Donc, nous, on a utilisé le TFEQ 51. Vous avez aussi le TFEQ 38, je crois. 31, où il y a un peu moins de questions. Nous, on a pris celui qui était le plus, où il y avait le plus de questions, mais il est accessible gratuitement, enfin, vous le trouvez très facilement. Merci. Bonjour, Nathalie Jourdan, médecin à la clinique Galargue-les-Oliviers. Je me posais la question du choix du programme diététique dans une population de patients qui forcément ont déjà eu une éducation diététique. Bon, le PNNS, tout le monde le connaît, il est quand même destiné à une population générale. Et donc, je suis étonnée de ce choix-là. Pourquoi? Ouais. En fait, on voulait vraiment qu'il y ait les deux. Et il fallait que le groupe témoin, en fait, ait quand même un suivi nutritionnel. Donc, on voulait qu'ils aient tous les deux exactement la même chose. On ne pouvait pas avoir un suivi nutritionnel plus poussé parce qu'on n'aurait pas forcément su si c'était plus l'un que l'autre qui aurait agi. Donc on est resté sur quelque chose de relativement basique. Et en plus, là, on n'est pas dans des obésités sévères, je dirais. Enfin, 30-40, je suis d'accord avec vous. Hein. Et ils ont quand même appris plein de choses. On essayait d'être le plus ludique possible. Et en plus, on partait, comme je disais au début, de leurs besoins. Donc on dérivait quand même pas mal du PNNS, j'avoue. Hein. On allait plus loin que ce qui était dit. Mais il nous fallait, en fait, pour rester dans la méthodologie, il nous fallait quelque chose qui soit fondé, en fait. C'était vraiment ça. On ne pouvait pas partir sur quelque chose qui n'avait pas été, qui ne dépendait pas du PNNS, en fait. Il fallait vraiment rester sur ça. Et on a vraiment au début... Voilà, on posait la question aux patients, savoir ce qui les intéressait plus, etc. Donc, on a été un petit peu plus loin quand même. Merci beaucoup. Plein de questions. C'est la même personne qui animait le groupe nutrition et le groupe nutrition hypnose? Non, ce n'était pas la même personne. En fait, c'était mon collègue Guillaume Risset. Je n'étais pas formée encore à ce moment-là, donc lui a vu tous les patients. Et la diététique, c'est moi qui m'en suis occupée. Il n'y a pas un petit effet personne qu'on peut imaginer dans le groupe hypnose, vous voulez dire? Oui. Ouais. Alors, après, dans l'hypnose ericksonienne, il y a, effectivement, on pourrait mettre en jeu le rôle de la personne, mais c'est surtout l'hypnose en lui-même qui est important. C'est vraiment le partage qui se fait, donc ce n'est pas forcément lié à la personne. Non. Ça veut dire que vous pourriez dire que toute personne formée à l'hypnose pourrait suivre le protocole que vous avez fait et animer à partir du moment où il est diététicien ou psychologue, ou en tout cas quelqu'un formé à la prise en charge de l'obésité. C'est la seule contrainte. Comme à chaque fois, quel que soit le praticien en hypnose, il doit pratiquer dans sa spécialité. Moi, je pratique auprès de patients en situation d'obésité. Je ne vais pas aller faire de la douleur, de l'anesthésie ou l'arrêt du tabac. Il faut rester vraiment dans sa spécialité. Et là, si vous êtes diététicien, psychologue, infirmier, spécialisé dans la prise en charge de l'obésité, vous m'envoyez un mail et je vous donne le déroulé des programmes. Mon idée, c'est ça, hein, c'est pouvoir diffuser au maximum ce programme. Et dernière question, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des personnes plus susceptibles que d'autres? Là, vous avez tiré au sort de groupe. Tout était volontaire pour éventuellement participer à l'hypnose. Dans des groupes d'éducation thérapeutique, ce n'est pas un prérequis pour participer à nos groupes. Est-ce que le fait d'être... je ne connais rien à l'hypnose. Hein, le fait d'avoir une certaine appétence ou curiosité pour cette approche-là serait un prérequis, une condition? Alors, tout le monde peut suivre des séances d'hypnose, hypnotisable, comme on dit. Voilà, à partir du moment où on le veut. Voilà, donc il n'y a pas de, en dehors des contre-indications, je disais, où vous pouvez y avoir des troubles
psychiatrique, mais à partir du moment où vous êtes d'accord, il n'y avait pas de difficulté. Alors ça faisait partie des questions, effectivement. On peut faire des petits tests pour savoir, connaître vraiment le niveau de susceptibilité, mais il n'y avait pas de consensus autour de ces tests. Donc on a préféré ne pas les passer. On s'est dit, voilà, les patients sont volontaires, veulent faire de l'hypnose. Donc normalement, effectivement, ça fonctionnait pour tout le monde. Merci beaucoup. Une petite... dans les contre-indications, il y avait les personnes... psychotiques, je crois. Et nous, dans les groupes d'éducation thérapeutique, il y a, par un partenariat avec le CMP, plusieurs personnes qui sont obèses parce que aussi sous traitement et qui apprécient quand une sophrologue vient. Donc, le niveau de contre-indication, non, ce n'était pas vraiment posé, mais je voulais en dire un petit peu plus. Pourquoi est-ce que c'est équilibré ou est-ce que il faut que ce soit équilibré. Il faut vraiment que ce soit en accord avec le psychiatre, puisqu'on touche quand même à l'inconscient et au conscient, donc il faut être vigilant, en fait, effectivement. Donc nous, on a vraiment exclu tous ces patients. Ouais. Merci. Une dernière question, parce qu'on va être tout en haut. Est-ce qu'il y a eu des résultats pour ceux qui ont eu l'hypnose en différé, on va dire, le deuxième groupe ? Non, on n'a pas fait d'études sur le groupe. Vous voulez dire ceux qui... Oui, en différé. Non, on n'est pas retourné. Alors, par contre, les seuls résultats... Alors, je ne sais pas si vous entendez comme résultat. Nous, on a vu des résultats, mais on ne les a pas rentrés dans l'étude et n'ont pas été vraiment décrits tels quels. Et tous les patients sont revenus, par contre. Voilà, tous ceux qui ont été dans le groupe diététique sont venus après pour faire l'hypnose. Ouais. Mais on les a pas publiés. C'est vrai que les personnes avec qui on travaillait ont dit c'est dommage, vous auriez dû voir, ça vous aurait fait du moins en plus. Mais non, ça ne rentre pas dans le CPP, etc. Enfin, c'était compliqué. Ça ne rentre pas dans le protocole de recherche. Non, ouais, tout à fait. Ça sortait du cas. On s'en sort pas. Ok, merci beaucoup. En tout cas, très beau travail. Félicitations. Et donc, maintenant, place du diététicien dans l'approche comportementale de l'obésité. Monsieur Duncan Bénéviste. Après, Marine, est-ce que tu as une idée de comment on met... Je sais pas, où est-ce qu'elle est ma présentation? Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Bon, bah super. Ça va, pas trop fatigué, fin de journée, la chaleur, assommante. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité. C'est un honneur d'être auprès d'autant d'intervenants de qualité. Donc, merci à vous pour présenter cette présentation sur la place du diététicien dans l'approche comportementale de l'obésité. C'est une thématique qui est très vaste. Je vais tenter en une demi-heure d'être synthétique. On pourra en discuter un peu après, si jamais, pour préciser certaines choses. Donc, je vais commencer par me présenter brièvement. Moi, je suis diététicien de formation initiale. J'ai adoré mes études de diététique, mais j'ai trouvé ça très frustrant. J'avais rien pour accompagner un être humain comme compétence qu'on m'a transmis. J'avais tout pour accompagner des chiffres, des tableaux, mais j'avais rien pour accompagner un être humain. Donc cette frustration, elle m'a donné de l'énergie pour me former à différentes approches. Donc ça fait 12 ans que je me forme de façon continue aux approches psychocomportementales, psychocorporelles. Et aujourd'hui, j'ai une triple casquette qui est de clinicien, où je vois les patients en cabinet. D'ailleurs, j'ai ouvert un cabinet à Montpellier depuis le 22 mai, je suis très content. Je suis aussi ingénieur en pédagogie, donc je vais un peu sur toute la France pour former les équipes soignantes, pour les aider à optimiser leur prise en soins des patients qui souffrent de maladies chroniques. Et je suis doctorant aussi sous la direction du professeur Avignon.
sur une thématique qui me tient à cœur et qui regroupe en fait toutes mes casquettes, qui est comment l'entraînement à mieux percevoir ses sensations corporelles permet de stimuler l'autonomisation des personnes vivant avec une obésité. Bon, c'est pas forcément le sujet, on pourra en discuter par ailleurs. Je vérifie juste si ça fonctionne. D'accord, super. Du coup, au menu de cette présentation, on va avoir en entrée l'approche comportementale sur son lit de bienveillance. Nous aurons un plat entre terre et mer. La diététique marinée à l'approche comportementale. On fera le lien entre diététique et approche comportementale. Et en plateau de fromage, on fera le lien avec le contexte de l'obésité. On fera le lien diététique, approche comportementale et le contexte de l'obésité. Et en dessert, un cas patient caramélisé aux différents outils d'approche comportementale. Bon, j'ai prévu un menu plutôt conséquent. Donc s'il y a certaines choses que vous avez envie de mettre de côté, vous le mettez de côté. Voilà, ne risquez pas l'indigestion. De toute façon, on est tranquille avec la connaissance, il n'y a pas de gaspillage. Donc déjà, pour commencer l'entrée et notre repas, j'aimerais avoir quelques retours là, juste pour stimuler votre attention sur le sujet. Ça va aider à stimuler les apprentissages, à mieux apprendre. Si je vous dis approche comportementale, qu'est-ce qui vous vient spontanément, sans réfléchir? Si on peut avoir quelques retours. TCC, sans réfléchir, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Changer. Pleine conscience. Ok. Bon, voilà, c'est juste une petite séquence pour stimuler votre attention sur le sujet. Donc effectivement, on va retrouver ces mots-là que vous avez évoqués, TCC, pleine conscience, changement. Et on va aller voir, pour pouvoir comprendre l'approche comportementale, on a besoin de parler des courants de comportementalisme et cognitivisme. Et il y a différentes générations, il y a 3 générations. La première génération des TCC, thérapie cognitivo-comportementale. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est mon petit chien. Ça fait 2 mois que je l'ai, je l'aime de tout mon cœur. Vous connaissez l'expérience des chiens de Pavlov? J'imagine que vous avez déjà entendu parler. Vous savez, on donnait à manger et on mettait une sonnette en même temps à des chiens. On leur donnait à manger. Et quand il y avait la sonnette, du coup, ça salivait automatiquement. Ça, c'est un truc qu'on connaît bien, nous, en diététique. Et puis, juste d'être un être vivant, tout court, quand on voit marqué midi sur une pendule et qu'on fait « oh » et qu'on commence à avoir la salive qui s'active, ça, c'est ce qu'on appelle le conditionnement répondant, avec les chiens de Pavlov, par exemple. Et on a ce qu'on appelle aussi le conditionnement opérant. Ça, c'est un truc qu'on connaît bien aussi dans la psychologie humaniste, avec l'entretien motivationnel, avec l'éducation thérapeutique. De féliciter un patient qui a réussi à exprimer certaines choses, qui a réussi à mettre en place certaines choses, parce que c'est pas simple de les mettre en place. Et en le félicitant, ça va créer à lui donner envie de reproduire ce comportement. Ça rend appétitif le comportement. Alors là, on est bien content, on a les premières générations de TCC, mais on n'a pas l'intérieur de la personne. Et dans les deuxièmes générations de TCC, ils se sont intéressés à l'intérieur de la personne, aux cognitions, et à certaines pensées qui peuvent pourrir la vie, nous bloquer dans certaines choses. Des pensées comme par exemple « je suis nul, j'y arriverai jamais ». Qui n'a jamais eu cette pensée? Lève la main dans la salle. Donc c'est des pensées qui peuvent nous pourrir la vie. Et l'idée dans les deuxièmes générations de TCC, c'est de pouvoir trouver des alternatives à cette pensée, de pouvoir la transformer en trouvant des pensées alternatives. Et pour ça, on va utiliser un questionnement socratique, par exemple, où on va, avec un questionnement, l'aider à la prise de perspective, le voir autrement la pensée, remettre dans le contexte, dans quelle situation ça s'active. Il y a un outil qui est très connu qui s'appelle les colonnes de Beck, où dans quelle situation concrètement ça s'active? Je suis nul, j'y arriverai jamais. En réunion, au travail, la pensée je suis nul, j'y arriverai jamais. L'émotion,
l'anxiété et l'intensité à 9 sur 10, les pensées alternatives qu'on a réussi à clarifier avec la personne, grâce à un questionnement socratique, j'ai déjà réussi en fait à m'exprimer et à dire ce qui était important pour moi en réunion au travail. Hop, ça fait redescendre l'émotion. Le fait de raviver la pensée et d'en prendre conscience, ça permet de faire redescendre l'émotion. En tout cas, c'est la théorie qu'il y a autour des deuxièmes générations de TCC. Ça va jusque-là? Et puis on a les troisièmes générations de TCC, qui sont beaucoup utilisées actuellement. Peut-être vous avez déjà entendu parler de méditation de pleine conscience, par exemple. Où on a toujours cette pensée, on va voir « je suis nul, j'y arriverai jamais ». Simplement, on ne va pas chercher à la transformer, cette pensée. On va simplement chercher à l'observer, comme simplement un phénomène mental qui nous traverse. Et pour ça, on va s'entraîner à se recentrer au niveau du corps, des sensations corporelles. On sait que ce recentrage sur les sensations corporelles, ça permet de se désidentifier des pensées. Il y a des travaux bien stabilisés là-dessus. Par exemple, je peux être collé à l'écran comme ça, et je vois la pensée, elle m'envahit, elle prend toute la place. Et l'idée, c'est de s'entraîner à prendre du recul en se recentrant. Je prends du recul, je vois la pensée, je vois toujours l'écran, mais je vois qu'il y a des personnes, je vois qu'il y a des sièges, je vois qu'il y a des murs, je vois qu'il y a de la lumière. Ça veut dire que ce n'est pas que, ça prend plus toute la place. Et du coup, ça permet d'engager des comportements qui ont du sens, permet d'améliorer son bien-être. Une des thérapies, je suis formé à cette approche, la thérapie d'acceptation et d'engagement, une des thérapies connues dans les troisième générations de TCC, c'est justement de s'entraîner à observer cette pensée. Je défusionne d'elle, j'observe mon corps, j'observe ce qui me fait vibrer, ce qui compte pour moi dans la vie. En allant vraiment dans ce qui est vivant dans mon corps, cette perception subjective, et en clarifiant ça, ça permet d'engager ensuite des comportements dans le sens de ce qui me fait vibrer. On sait que ça permet de stabiliser les humeurs, que ça permet de remettre du sens, et c'est intéressant parce que ça permet du coup de stabiliser le comportement alimentaire. L'affichage on a aussi MBSR, c'est noté, c'est sous le jamais. MBSR, c'est la pleine conscience, Mindfulness Based Stress Reduction, c'est un cycle de 8 séances de 2 heures où on enseigne à méditer, la méditation, et à pratiquer dans son quotidien. Donc il y a des travaux très intéressants autour de ça, sur la gestion du stress, des émotions, une meilleure perception des sensations internes corporelles, etc. Et il y a plusieurs cycles qui ont été déclinés du MBSR, le MBCT, thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, Mindfulness Based Cognitive Therapy, c'est en prévention des rechutes dépressives. Donc moi, je suis instructeur de ce protocole-là, j'ai été formé à ce protocole-là, à le guider. Je me suis formé à l'époque à ça parce que ça m'intéressait, moi, les troubles de l'humeur dans les conduites alimentaires troublées. Il y a beaucoup de comorbidités avec des problématiques, avec les labilités au niveau de l'humeur. Et le Mindful Eating Conscious Living, MECL, qui a été créé par le docteur Jan Schozenbeis, donc j'ai été formé aussi par Jan Schozenbeis, c'est pareil, un cycle de 8 séances de 2 heures, on apprend la méditation, mais autour de son propre comportement alimentaire. Donc celui-là, il est plutôt intéressant pour les patients qui ont grignotage, compulsion, restriction cognitive, alimentation émotionnelle, mais il est plutôt contre-indiqué pour les patients qui ont anorexie, boulimie nerveuse. Donc 3 générations. Une première génération, on est sur les comportements. Une deuxième génération, on s'intéresse à l'intérieur avec les cognitions. Et une troisième génération, on observe la cognition, la pensée, et on engage des comportements qui ont du sens. D'accord, il est bien gentil, lui. Mais c'est quoi le rapport avec la diététique? Demandez à 10 personnes dans la rue, qu'est-ce qui vous vient si je vous dis le mot diététique? On va avoir quoi? Régime, salade, sans sauce, fruits et légumes, etc. Donc ça veut dire que les représentations sociales de la diététique, ça veut dire que les représentations qu'il y a de façon sociale de la diététique, c'est que c'est de l'assiétologie. C'est un néologisme pour décrire que c'est un accompagnement qui est sur l'assiette,
on ne prend pas en compte le mangeur derrière l'assiette. Or, si vous prenez les racines étymologiques du mot diététique, ça vient de diaita en grec, qui veut dire art de vivre autour de l'alimentation. On est bien loin de l'assiétologie. Et l'art de vivre, c'est la manière de vivre, d'être et de penser d'une personne ou d'un groupe d'individus. Ça veut dire que la diététique, elle est au carrefour des sciences humaines, psychologie, philosophie, sociologie, anthropologie, mais aussi des sciences biomédicales qu'on connaît un peu mieux pour le diététicien, la nutrition, la physiologie, les neurosciences par exemple. Donc en soi, la diététique, à la racine, est déjà comportementale. Et les travaux d'éducation thérapeutique et parcours de soins de la personne obèse nous dit que le diététicien a une place centrale dans l'accompagnement des personnes vivant avec une obésité. Et notamment à travers des approches cognitivo-comportementales. Donc il y a une reconnaissance au niveau des autorités scientifiques sur l'importance d'utiliser des approches cognitivo-comportementales chez les diététiciens. On arrive à notre plateau de fromage. Le contexte en lien avec l'obésité. On sait que c'est une maladie, dans le cas de l'obésité chronique avec les effets yo-yo, qui est une maladie qui est faiblement réversible. La santé est un bien-être biopsychosocial et que ce bien-être, il est fragilisé chez les personnes vivant avec une obésité. Ça veut dire que c'est la subjectivité qui va compter. Or, les approches comportementales s'intéressent à la subjectivité de la personne. On sait également que le régime restrictif, c'est le meilleur prédicteur de troubles des conduites alimentaires et donc de variation de poids, que les troubles alimentaires non spécifiques sont majoritaires dans l'obésité, plus de la moitié, c'est les derniers travaux de 2023, ça. Et l'image corporelle est très fragilisée. Ça veut dire que la place du trouble alimentaire, la question du trouble du comportement alimentaire est centrale également. Donc si la subjectivité est au centre et que le TCA est au centre, ça veut dire que l'approche comportementale devient essentielle. Ça va jusque-là ou pas? Ouais. Bon. Ok, il est bien gentil, lui. Mais concrètement, ça ressemble à quoi tout ça? On va aller voir notre dessert, le cas patient. Églantine, elle a 44 ans, elle est secrétaire médicale. Elle a une obésité sévère avec des compulsions en fin de journée, dues principalement à un déficit calorique. Elle a comme croyance très rigide, il faut retirer les féculents pour perdre du poids. Une restriction cognitive sévère. Elle consulte un ou une diététicienne pour perdre du poids. Elle a fait de nombreux régimes restrictifs dans sa vie, le premier quand elle avait 7 ans. Au premier entretien, l'intention, dans l'approche plutôt comportementale ou même diététicien tout court, ce serait de faire un bilan, de créer l'alliance. On sait que créer l'alliance, c'est le fondement du changement. Et je crois qu'il y avait le mot changement qui avait été évoqué. Et de clarifier les objectifs de suivi. Sauf que pour clarifier les objectifs de suivi, on a besoin de clarifier les besoins de la personne. Et j'aimerais vous présenter quelques outils qui peuvent être utilisés en approche comportementale chez le diététicien. Ça peut être intéressant de faire prendre conscience aux patients le cercle vicieux des régimes restrictifs. L'idée, c'est de le co-construire avec le patient. Je vais vous montrer une conceptualisation que j'ai créée à partir des travaux de Fairburn sur la boulimie et du gros groupe de réflexion de l'obésité et surpoids. Donc l'idée, quand je dis à co-construire avec le patient, c'est en s'appuyant sur son vécu. Pourquoi pas avec papier, stylo, et on fait le schéma ensemble, à partir de son vécu, de qu'est-ce que ça crée les régimes restrictifs dans son quotidien. On va partir de l'insatisfaction corporelle. C'est chercher à correspondre à un idéal plus acceptable. Je vais avoir une dimension émotionnelle menaçante vis-à-vis de cette insatisfaction corporelle. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai envie que ça soit plus là, cette menace. Je vais me mettre à contrôler et à mincir, à contrôler mon poids. C'est rare les personnes qui ne ressentent pas du plaisir quand il y a 500 grammes qui est perdu sur la balance. C'est un conditionnement qu'on a bien tous ici. Tout le monde, globalement. Donc il peut y avoir de la réassurance, de l'euphorie, etc. Donc on est déconnecté du corps, donc déconnecté des signaux internes corporels. Il va y avoir de la fatigue, de la dénutrition. Et dans 99% des cas,
une violation d'abstinence. Et dans 1% des cas, la personne finit anorexique mentale, le pire comportement alimentaire qui soit. Et donc on a une majoration de l'insatisfaction corporelle. Qu'est-ce qui se passe s'il y a la satisfaction corporelle? Anxiété, menace, à nouveau. Je retombe dans les travers. Je peux aller dans un foutu pour foutu, qu'on connaît bien, nous, les diètes autour du comportement alimentaire. Cette fameuse pensée foutu pour foutu, demain, je ferai plus attention de toute façon. Perte de contrôle impulsive, ou là, on connaît bien, prise de poids, effet yo-yo, obésité. Donc ça peut être à l'échelle d'une journée, mais ça peut être à l'échelle aussi de 6 mois, ça. Ça peut être différentes échelles. Donc, ce qui est important aussi à retenir, je pense, dans cette conceptualisation, c'est qu'il y a une dimension émotionnelle qui est radicale. C'est pas pour le plaisir ou comme ça que la personne elle a des cognitions rigides. C'est parce qu'il y a une dimension émotionnelle à la racine qui est menaçante, avec de l'anxiété, qui amène des cognitions rigides. Ça va ? Ouais. Voici un autre outil qui peut être utilisé, qui est un outil qu'on peut utiliser en diagnostic éducatif, bilan éducatif partagé pour ceux qui sont éducation thérapeutique friendly, et qui est intéressant sur différentes compétences qu'on peut avoir autour de l'obésité, et intéressant pour le diététicien. On va le regarder rapidement. Au centre, on a un smiley pas content. En périphérie, on a un smiley content. Et vous avez différentes compétences là qui sont notées. Je sais écouter mes sensations alimentaires et je sais localiser où se situe la faim, le rassasiement dans mon corps. Je sais me préparer à manger et je sais préparer à manger des choses qui me font plaisir. Je connais ma maladie et je sais comment fonctionne ma maladie, les risques des régimes restrictifs. Je sais développer une image positive de mon corps et je sais faire des actions pour le bien de mon corps, identifier les fonctions de mon corps. Et là, c'est pareil, en fait. C'est en co-construction avec le patient. On peut imaginer qu'on est avec une feuille A4 avec le patient et qu'on peut avoir une gradation là, entre 0 et 5, là, entre smiley pas content et smiley content. Ici, je ne me sens pas du tout capable et ici, je me sens tout à fait capable. Et on aurait une sorte de gradation un peu. Voilà. Donc l'intention, c'est de questionner le patient pour qu'il puisse prendre conscience de certains besoins. Ah, mais je me rends compte qu'il y a ça à travailler. Un questionnaire qui est bien stabilisé scientifiquement, qui s'appelle le DEBQ, de 33 items, où on vient explorer 3 paramètres que vous connaissez sans doute: restriction cognitive, alimentation émotionnelle, externalité. On va voir ce que ça veut dire juste après. Ça aide à orienter la prise en soins diététique. Si on prend un extrait de ce questionnaire, par exemple, première question: quand vous êtes irrité, avez-vous envie de manger? Ça, c'est la dimension alimentation émotionnelle. J'ai une émotion, je vis une insécurité vis-à-vis de cette émotion, j'ai une réponse alimentaire liée à ça. Si vous trouvez un plat savoureux, en mangez-vous plus que d'habitude? Là, c'est la dimension externalité. J'ai des stimuli qui sont extérieurs à moi, qui vont complètement m'absorber, jusqu'à que je perde la conscience de mon intérieur. Quand vous avez pris un peu de poids, mangez-vous moins que d'habitude? Ça, c'est la restriction cognitive. De voir tout en blanc ou noir autour de l'alimentation. Le chocolat, ça fait grossir, la salade, ça fait maigrir, et compagnie. Ça va? Ouais? Alors j'aimerais vous montrer maintenant un exemple d'outil pour les entretiens suivants. On vient de voir un exemple d'outil pour clarifier les besoins. Imaginons qu'avec Églantine, on a fait le cercle vicieux des régimes. Elle s'est rendue compte qu'il y avait des compulsions en fin de journée dues principalement à un déficit calorique et qu'à la source, il y a une croyance très rigide qui est « il faut retirer les féculents pour perdre du poids ». Elle s'est rendue compte de ça. Je lui propose un outil, du coup, à Églantine, qui s'appelle le paysage de ma pensée, que j'ai créé, qui est un outil qui aide à prendre du recul, à recontextualiser en fait la pensée. Et c'est un peu 2e et 3e génération de TCC qu'on a vu juste tout à l'heure, juste avant. Donc avec Églantine, je lui propose qu'on puisse noter au centre de la feuille « il faut arrêter les féculents pour perdre du poids », la pensée qu'elle a. Et je propose à Églantine d'aller explorer avec curiosité qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent lorsqu'elle se connecte à cette pensée, là, en consultation diététique. Et je lui demande,
À quelle intensité de sécurité vous vous sentez là, Églantine, quand vous êtes connecté à cette pensée? Entre moins 10 et plus 10. Moins 10, totalement insécure. 0, ni insécure, ni sécure. Plus 10, totalement safe, totalement sécure. Bah, imaginons, elle me dit, bah, je suis à 4 là. Ok. Vous me dites, vous êtes à 4. Et quelles sont les sensations physiques là, associées qui vous fait dire 4 là tout de suite? Je sais pas, je ne sais rien. Ouais. Je vois qu'il y a vos épaules qui sont en train de bouger là à ce moment-là. Ouais, il y a, je sais pas, il y a de la tension quoi, dans les épaules. Ok. Donc il y a de la tension dans les épaules. Parenthèse, c'est pas anodin si je lui pose cette question. On sait que d'exposer aux sensations physiques liées à ce qui peut être insécurisant, à ce qui peut être menaçant, à ce qui est de l'ordre de la détresse, au niveau émotionnel, ça aide à se familiariser avec, à se désensibiliser. Donc c'est pour ça que je l'entraîne à faire ça. Donc c'est pour ça que c'est important de créer l'alliance, parce que il en faut de la confiance pour aller voir ce qui est insécurisant. Maintenant, je lui demande à Églantine, on vient de voir là ce qui se passe dans l'instant présent, est-ce que ça vous dit qu'on aille explorer, lorsque vous y croyez le plus à cette pensée, dans quelle situation ça s'active? Ah bah quand je suis en train de reprendre du poids. Ok, donc quand vous êtes en train de reprendre du poids. Et à quelle intensité de sécurité vous vous sentez dans ces cas-là? Ah bah je suis à moins 10. Ouais, je sens que ça sort, que c'est évident quoi, ce que vous êtes en train de me dire. Bah oui, oui. Et quelles sont les sensations physiques associées à... Je sais pas, je suis agité quoi, je suis éparpillé. Ouais, éparpillé. Et en général, quelles conséquences il y a à cette situation-là? Ah bah, je mange moins, je me mets en restriction. Ok. Donc si je comprends bien, la conséquence c'est que vous mangez moins, vous vous mettez en restriction, et on a pu voir juste avant que ça a amené un comportement malsain autour de votre alimentation et de votre poids. Okay. Maintenant, Églantine, je vous propose d'aller explorer lorsque vous y croyez le moins à cette pensée. Dans quelle situation ça s'active? Bah, quand je suis en vacances. Ok, quand vous êtes en vacances. Et à quelle intensité de sécurité vous vous sentez dans ces cas-là? Bah, je suis à 6, 7. Ouais, 6, 7. Et les sensations physiques associées à ce chiffre-là, 6, 7? Bah, je sais pas, c'est plus détendu, quoi. Ok, plus détendu. Hop. Et quelles sont les conséquences, peut-être, autour de votre alimentation, tout ça? Bah, c'est moins crispé, quoi. Ok, Églantine, si c'est moins crispé, c'est plus comment? Bah, c'est plus fluide. Ok, donc c'est plus fluide. Donc si je comprends bien, Églantine, lorsque vous y croyez le moins, il y a une intensité de sécurité très élevée qui vous amène à avoir un comportement malsain autour de votre alimentation. Lorsque vous y croyez le plus, pardon, lorsque vous y croyez le moins, il y a une intensité de sécurité plutôt douce, avec des sensations physiques de détente, et vous sentez que c'est plus fluide dans votre alimentation. Qu'est-ce que vous en pensez, Églantine? Qu'est-ce que vous sentez avoir besoin? Donc là, je sors un peu du cas patient. Donc là, l'idée, en fait, c'est de mettre en lumière qu'il y a une dimension émotionnelle et corporelle à prendre en compte, psychocorporelle, pour l'inviter et suggérer éventuellement des objectifs ensuite, des actions à mener pour développer un environnement sécurisant dans son quotidien. Ça va? Alors, on vient de voir ensemble l'approche comportementale, les trois courants. On a fait le lien avec la diététique, qui était en soi une approche comportementale, en fait, à la racine, que c'est au centre de la prise en charge, la prise en soin de l'obésité. On a pu voir trois outils intéressants pour clarifier les besoins, les objectifs de suivi en diététique plutôt comportementale. Et là, on a vu un outil qui aide à prendre du recul sur certaines pensées et à engager certains comportements sur la gestion des émotions, peut-être, etc. Donc, pour la suite, moi, je suis ingénieur en pédagogie, je suis formateur. Je donne des formations. Si jamais certains sont intéressés pour participer à certaines formations,
Donc, je donne une formation là, à Montpellier qui s'appelle Image corporelle et pleine conscience, accompagner l'insatisfaction corporelle en consultation diététique. C'est les 12, 13, 14 octobre 2023 à Montpellier. Où on a 7 heures de e-learning où c'est plutôt sur la théorie. Hein, on fait les liens entre insatisfaction corporelle et la pratique du diététicien, et en quoi c'est important. Et 3 jours d'expérientiel, en co-animation avec une psychomotricienne experte des TCA. Et ces 3 jours expérientiels, on voit vraiment concrètement, vous expérimentez sur vous et vous vous entraînez à guider les outils. Hein, on sait que c'est l'une des meilleures pédagogies pour le transfert de compétences dans la pratique professionnelle. Les outils de l'alimentation en pleine conscience adaptés aux diététiciens, de 4 jours avec 7h30 de e-learning. Pareil, hein, le e-learning c'est plutôt sur la théorie et les 4 jours c'est de l'expérientiel. C'est en visio, c'est les 17-18 novembre et 15-16 décembre. Ça c'est un classique que je donne depuis 2015, j'ai dû la donner une trentaine de fois cette formation. Donc pour tous ceux qui veulent des outils autour du flexibiliser les croyances alimentaires des patients, avoir des outils sur la gestion du stress, des émotions, travailler sur les sensations alimentaires, les sensations de faim, de satiété, de rassasiement. L'entretien motivationnel adapté à la consultation diététique, 2 jours d'expérientiel et 3h30 de e-learning. Donc si vous voulez avoir des outils autour du changement de comportement, ça peut être intéressant. Dans la question de la chronicité de la maladie, il y a la question de l'appropriation de nouveaux comportements de santé, donc ça peut être intéressant, la question du changement. Et je fais aussi de la supervision individuelle pour ceux qui sont intéressés, voilà, pour gagner en efficacité clinique, principalement pour les diététiciens. Pour être en lien, moi je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est avec plaisir de s'y retrouver. Je sais qu'il peut y avoir un effet délétère, notamment sur image corporelle, insatisfaction corporelle, mais je pense qu'il peut y avoir aussi une utilisation plus optimale. Moi j'apprends plein de choses, je rencontre plein de professionnels et je suis très content. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère qu'effectivement beaucoup de diététiciens s'intéressent à cette approche un peu comportementale, pleine conscience, toutes ces choses-là que vous décrivez si bien et bien mieux que moi. Voilà. Est-ce qu'il y aura des remarques ou des questions, sur peut-être remettre les dates des formations? Donc voilà, quoi. Oui, vous avez une question? On peut aussi aller boire un verre après, si certains sont intéressés. Aussi, bien évidemment. Ouais. C'est avec plaisir. Mais, du coup, Marine me signale qu'il y a encore quelque chose après. Ouais. Une surprise. Oui, je vais laisser la parole à Madame Bello qui va vous présenter son petit court-métrage, un court-métrage de 15 minutes sur un patient en situation d'obésité. Merci. Tout d'abord, je tenais à remercier le comité scientifique d'avoir permis cette petite respiration qu'on vous propose ici, où c'est un projet qui a été initié par un réalisateur, Jérôme Genevray, qui, tout comme vous, souhaitait un petit peu combattre cette stigmatisation et le regard de la société et essayer de faire changer ce regard à travers un petit court-métrage qui propose et qui est ouvert au public, que vous trouverez sur le site internet, puisque le changement passe par chacun de nous. Donc on a souhaité aider à la mise en place de ce petit film qu'on souhaite vous présenter. Bonjour. Oui, on a regardé la vidéo de ton dernier call. Tu feras gaffe à calmer le côté big bisou, pas faire trop copain-copain avec les clients. Ah bah, si je dois leur annoncer qu'ils ne sont pas remboursés, c'est en plus de être désagréable. Bon, tu es payé pour dérouler des procédures avec courtoisie, pas pour envoyer du love. Là, ta tête en ce moment, c'est très bien. Allez, bonnes vacances. Bye. C'est pas vraiment des vacances. Je vais vous prendre un matcha sans sucre, café bio-équitable. Et... Non, rien, laissez tomber. En voyage pour des vacances? Non.
Le travail? Non plus. Je vous embête avec mes questions? C'est que j'aimerais bien rester dans ma bulle, quoi. C'est l'avion qui vous embête. C'est plutôt l'idée de voler. Bon, je vous dois combien? Vous en avez déjà pris un? Oui, comme tout le monde. Mais je veux dire récemment, depuis que vous êtes adulte. Non, la dernière fois que j'en ai pris un, j'avais 10 ans. Mais bon, je me dis, 2 ailes, 2 roues, une hôtesse accueillante. Les avions, ça n'a pas dû changer beaucoup. Hein. Les avions, non. Mais vous peut-être un peu. D'accord. Je suis allée voir ma nièce en Suède. Ça a été 3 heures d'enfer. Je vous épargne les regards méprisants, mais bon, le pire, c'est les toilettes. Ah bon? Bah oui, il paraît qu'elles sont trop petites dans les avions, alors j'ai même pas essayé. J'espère que votre vol est pas trop long. Vous allez où? New York. Oh waouh, 8 heures. Va falloir se retenir. Ça fera 8 euros, s'il vous plaît. Oui. Allez. Je vais pas vous juger, vous inquiétez pas. Je plaisante. Faut savoir se faire plaisir, ça déstresse. Vous savez quoi? Je vais vous donner mon numéro. Moi, je suis jamais allée à New York encore, alors vous m'enverrez une photo de Times Square? Vous avez pas peur de la foule? Non, c'est plutôt elle qui a peur de moi d'habitude. Tenez. Bon voyage. Merci. Bonjour monsieur, bienvenue à bord. Welcome on board, sir. What's your place number? I'm French et c'est la 49. Fenêtre milieu au couloir. J'ai le choix? Là, ça dépend de la place. Bah, c'est là. 49D. Très bien. La place D, c'est au milieu. Ok, merci. C'est l'avion de Barbie là-dedans. La prochaine fois, monsieur, prenez 2 places en éco ou alors une en business. Ah, je ferai ça. Tiens, la puce, assis-toi là, à côté du monsieur. Papa, il va se mettre côté couloir, il y aura plus de place. Hein. Papa! Allez, assis-toi, assis-toi. Voilà. Bienvenue sur le vol Paris-New York NY123. Nous sommes en attente de notre autorisation de décollage qui devrait intervenir d'ici une petite heure. Excusez-moi. Oui? Est-ce que vous allez rattraper le retard? Ah non, monsieur, si on veut faire plus con, on atterrit dans l'eau. Ça veut dire qu'on va rester assis 9 heures au lieu de 8, c'est ça? 9h et 23 minutes. Un verre d'eau pour patienter? Non, merci, je bois pas en avion. Monsieur? Monsieur, oui? L'avion n'est pas complet, je peux vous proposer une place pour que vous soyez plus à l'aise. Avec plaisir, oui. Suivez-moi. Excuse-moi, désolé. Ah, bon, excusez-moi. Ah, désolé. Ah, c'est mieux. C'est mieux? Oui, merci. Vous êtes comédien, humoriste? Non. Puis croyez-moi, je cherche pas à attirer l'attention. Hein. Mais pourquoi ça? Vous avez vu? Si on peut m'oublier, moi je préfère. Vous savez ce qui est génial quand on est vieux? C'est que la vie des gens, on s'en fiche. La limite, c'est dans la tête. Attachez vos ceintures, fastenez your seatbelt, merci, thank you, merci, merci. Équipage, dernière vérification de décollage. Merci, thank you. Attachez vos ceintures, merci. Les limites, c'est dans la tête, tu parles. Un problème, monsieur? Le steward ne vous a pas passé l'extension de ceinture. Julien, l'extension pour monsieur.
Je croyais que c'était pas nécessaire. Désolé de vous décevoir, mais ça l'est. Monsieur, laissez-vous faire. Ça va? Oui. Bon voyage. Merci. PNC aux portes. Super, si les ailes sont aussi solides. Vous voulez que mesdames? Merci. Merci. Poulet ou légumes, monsieur? Les deux. Alors c'est l'un ou l'autre, monsieur? Je savais pas qu'il fallait que je prenne 2 repas pour manger équilibré. Ah, il fallait réserver 2 places pour avoir 2 repas, monsieur. Ah, d'accord, j'ai compris. Poulet alors. Par contre, j'ai eu un petit problème de ceinture. Madame, monsieur, nous traverserons une forte zone de turbulence dans quelques minutes. Merci d'attacher votre ceinture. Personnel de cabine, récupération immédiate des places de repas. Je reviens, monsieur. Excusez-moi, monsieur, mais c'est quoi le problème avec votre ceinture? Vous mettez l'embout de droite dans celui de gauche et ça fait clic. Mais elle est cassée. Je comprends, mais vous n'avez qu'à changer de siège. Ah non, visiblement, vous comprenez pas. Excusez-moi d'insister, mais j'aimerais assez ne pas avoir de crash. Il y a peut-être personne qui vous attend ou qui compte sur vous, mais moi, si. Alors, s'il vous plaît, vous changez de siège. Et si vous le faites pas pour vous, faites-le au moins pour mon mari et mes enfants. Ah j'aimerais déjà le faire pour moi, hein. Parce que moi, je compte pas mourir non plus. Voilà. Merci. Excusez-moi, monsieur. Vous pourriez peut-être essayer de rentrer votre ventre? Non, parce que moi, c'est ce que je fais quand je m'achète un pantalon en solde dans une taille trop petite. Ça coupe un peu le souffle, mais parfois ça marche. Faut savoir être un peu tolérant et faire attention aux autres. Mais c'était à lui de faire attention. Même mes gosses de 7 et 8 ans, ils savent qu'il faut pas se goinfrer. Papa, ça veut dire quoi se goinfrer? C'est quand on est gros comme le monsieur? Dis donc, parle pas comme ça du gros, ma chérie. Du monsieur. Hein, c'est monsieur. Bon, et remets ta ceinture. Mais le monsieur, il a le droit de ne pas la mettre, alors moi aussi. Oh, c'est comme ça, voilà. Allez, arrête de Monsieur, bouger. s'il vous plaît, est-ce que vous auriez la gentillesse de demander à votre enfant de gesticuler un peu moins? Arrête. Oui, excusez-nous. Hein. C'est quand même pas elle qui prend le plus de place ici. Elle est un peu stressée. Vous savez ce que c'est avec les enfants? C'est une éponge, voilà. Puis avec toute cette agitation, là, des gens qui flippent autour de monsieur, bah ça l'oppresse. Dites donc, là, franchement, moi, ce que j'ai sous le t-shirt, c'est un ventre, hein, pas une ceinture d'explosif, hein. Non, mais c'est pas vrai, ça va pas recommencer. Ils ont toujours une bonne excuse, ces gens-là. Je vous parle de celui qui a coincé notre ascenseur. Enfin, si on vous dit qu'il n'y a pas de place pour vous, c'est qu'il n'y a pas de place pour vous. Donc, je sais pas. Prenez votre voiture, faites un effort, ne faites pas suer. Eh, c'est sûr. Prendre ma voiture pour faire Paris-New York, sacré road trip. C'est une motivation. Monsieur, on a réglé le problème dans le calme et la courtoisie. Nous devons vous attacher avec cette sangle. C'est comme une ceinture, mais en un peu plus long. Non mais oh, vous allez pas m'attacher avec ça. Si. Madame, monsieur, nous entrons dans la zone de turbulence. Monsieur, c'est la procédure. Levez les bras, s'il vous plaît. Tu veux que je tienne? Respirez. Voilà. Levez les bras encore. Merci. Attends. Merci. Voilà. C'est bon? Équipage organise immédiatement votre poste. Sécurisé. Je suis un humain, pas un animal, merde. Tu veux pas être traité comme un animal, t'avais qu'à y penser avant. Ah ouais, et avant quoi? Avant d'essayer de faire rentrer un rond dans un carré. Mais un rond dans un carré, ça rentre très bien, ça dépend juste de la taille des deux. On lui a donné un siège qui fait la moitié de sa largeur. Comment voulez-vous qu'il fasse? Mais si je lui dis ça, c'est pour son bien, c'est pour le motiver. Vous motivez à quoi? À perdre du poids. Moi, j'ai perdu 25 kilos parce que c'est possible, c'est une question de volonté. Mais il y peut rien s'il est comme ça. Il y peut rien, mais nous non plus. On s'est quand même emmerdé à chercher des petites bouteilles de shampoing là pour passer tout le bordel antiterroriste. C'est quand même pas pour mourir écrasé par 200 kilos en pleine gueule. Papa, l'avion est pas tombé parce que le monsieur il est trop gros? Mais non, mais t'inquiète pas, ma chérie. Même si l'avion est tombé, il tomberait directement dans l'eau. Enfin, sur l'eau. Parce que l'avion, ça flotte. Même si c'est lourd. Mais c'est toi qui es lourd!
N'empêche, c'est trop facile de pas faire gaffe et de laisser les autres trouver des solutions. Moi, personne vient m'aider quand mes gosses, ils me foutent dans la merde. Quand t'avais qu'à pas les faire, tes gosses. Évidemment, un enfant, c'est des responsabilités, madame. C'est vrai, Elodie, t'as vu comment tu parles des petits? Bon, alors toi, vraiment, on t'a pas sonné, hein. Personne cadre avec tes gosses, c'est ça? Mais tu t'es pas demandé pourquoi t'étais toute seule? Mais je sais pas ça. Ah ouais? Mon mari travaille. Puis nous excusez, monsieur, pour tout à l'heure, on était un peu débordés. Vous ne me tutoyez pas, s'il vous plaît. Jamais vu ça. Ah oui, c'est ça? Ah oui, Tout détache. Est-ce que vous voulez que j'essaye de les calmer? Arrêtez, ça n'a ni queue ni tête. T'as des enfants, toi, peut-être, alors de gauche, tu ne sais pas. S'il vous plaît. Non, écoutez, c'est bon, non, mais moi, j'en ai marre de pas comme ça. D'abord, depuis le début, ça se passe mal. D'accord. Oui. Vraiment, vous êtes Quoi? Le monsieur fait la gueule? encore heureux, il manquerait plus qu'il soit content de lui. Ah, parce qu'il te fait rire, toi, ce clown? Oui, le monsieur il est trop drôle. Ah bon. Non, non, chérie, arrête. On a failli mourir. Papa, il a pas très envie de rire. Toi, t'es un clown triste. Écoute, parfois dans la vie, il faut savoir aussi se tenir. C'est important. Comme madame elle t'a dit tout à l'heure. Hein? Vous voulez que votre fille vous trouve classe? Riez avec elle, ça, c'est classe. Hé, on fait la paix. Je te fais un câlin. Non, mais ça va pas. Oh, on va pas garder le cochon ensemble non plus, hein. Nous, l'image, on s'en fiche. Messieurs, dames, on respecte les distances sociales. On est dans un avion ici quand même. Un plateau classe business. Vous l'avez bien mérité. Merci. Je pourrais avoir 2 plateaux? Non, mais je plaisante. Merci. Voilà, donc merci à tous d'être venus. J'espère que la journée vous a plu et j'espère vous retrouver l'année prochaine pour notre 10e journée obésité. Donc on fera encore plus grand et encore plus nombreux, j'espère. Peut-être au quorum, on ne sait pas. Voilà. Donc merci à tous et à l'année prochaine. Au revoir. Il y a quelqu'un qui a oublié sa clé. Non? Monsieur Benveniste, c'est vous? C'est la clé? Non? Docteur Gaffino, c'est pas à vous la clé? Logitech.